Bien, bonjour à tous pour cette dernière séance du cours de questions approfondies. Séance un peu spéciale puisque, vous le savez, je l'avais annoncé, elle est filmée, ce qui nous permettra d'avoir, je pense, une belle séquence sur le droit du vivant qui pourra être utilisée par les générations futures d'étudiants. Ça veut dire aussi que toutes les interventions seront enregistrées. J'ai un petit micro baladeur que je ferai balader. Au cas où vous auriez des interventions, des questions, en tout cas vous êtes là pour ça, puisque vous n'êtes là pas simplement pour écouter, vous le savez, mais pour intervenir. J'espère qu'il y aura beaucoup d'interventions de votre part. On s'organisera de toute façon pour enregistrer vos questions. Alors, nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous Marie-Angèle Hermite, qui est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directrice également au CNRS. Dans un récent livre d'entretien avec Francis Château-Renaud, qui s'intitule « Le droit saisi au vif », alors c'est un recueil d'entretiens que je ne peux que vous recommander. Marie-Angèle Hermite retrace ses 40 ans de recherche, puisqu'effectivement, elle a commencé il y a, je pense, un peu plus de 40 ans. Elle a travaillé sur le droit des sciences, des techniques, et c'était toujours avec le vivant au centre de ses préoccupations. Vous verrez également que la question de la régulation juridique et des tensions avec les forces du marché sont au centre de sa recherche depuis assez longtemps. Elle a commencé par une licence en droit. Ça s'appelait licence à l'époque, en 1968. Marie-Angèle entre au CNRS pour faire de la philosophie du droit au départ, avec un philosophe dont on avait beaucoup parlé, moi aussi, quand je faisais mes classes, Michel Villet. Et puis, elle change un peu de point de vue, elle veut partir de la pratique, mais aller vers la théorie en repartant de la pratique. Et je pense que c'est caractéristique de sa démarche. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit comme terrain ? Elle choisit d'abord, c'est aussi un peu les aléas des rencontres, le droit de la concurrence. Et elle fait sa thèse avec un autre grand professeur qui était lui resté dans la pratique, Berthold Goldman. Elle rencontre déjà le vivant à cette occasion-là à travers une affaire, l'affaire United Brands, une affaire que j'avais étudiée en tant qu'étudiant aussi. C'était à peu près une des seules affaires, des grandes affaires en droit de la concurrence à l'époque. Alors ça, c'est un cas intéressant, c'est un cas d'abus de position dominante d'une firme qui commercialisait les bananes Chiquita et qui détenait toute la filière, ressources génétiques de la banane, variété améliorée. La société possédait des terres en Amérique latine, un beau cas qui déjà l'amène, du côté du droit de la concurrence, à rencontrer des problèmes liés au vivant. Alors, elle fait une thèse en 1976 et puis toute une série de publications en droit de la concurrence. Elle s'intéresse ensuite à la question des transferts de technologie. Et puis elle va commencer à se spécialiser au vivant. Alors, le droit saisi au vif, c'est le titre qui a été choisi pour résumer son parcours. Je pense qu'elle montre très bien comment le droit saisit ou appréhende tout ce qui est vivant, qu'il s'agisse de plantes, cellules, corps, le sang. Le droit saisi au vif, c'est aussi un livre qui montre le droit en action, comment le droit est interpellé par les multiples formes de vie, comment il se construit dans des champs traversés par d'énormes forces. Et ces forces, c'est la force des entreprises qui voient dans le vivant une mine à ciel ouvert qui ne demande qu'à être exploitée. C'est le règne des biotech. C'est toute la problématique qu'on envisagera de la brevetabilité des biotechnologies. Il y a aussi toute cette force des scientifiques pour qui la recherche est une fin en soi, pour qui la recherche ne devrait pas avoir non plus de limites, même si on travaille sur l'embryon ou les formes transhumaines de vie que la science nous prépare. Et le transhumanisme est l'un des derniers sujets sur lesquels Marie-Angèle a animé d'ailleurs un séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez peut-être lu Les particules élémentaires de Michel Houellebecq, ouvrage publié en 1998. C'est un roman qui se termine par un épilogue évoquant une société où règne l'idée que l'humanité, au stade où elle est arrivée,
doit contrôler l'ensemble de l'évolution du monde, et en particulier sa propre évolution biologique. En 2013, est lancé un mouvement d'opinion à l'échelle planétaire dont le slogan est « La mutation ne sera pas mentale mais génétique ». Les premiers crédits sont votés par l'UNESCO en 2021 et le premier représentant d'une nouvelle espèce intelligente créée par l'homme à son image et à sa ressemblance eut lieu le 27 mars 2029. Je vous passe des péripéties. Le roman se termine en 2079, une date que certains d'entre vous atteindraient sans doute, grâce au projet d'ailleurs, au progrès des techniques médicales. Et la réalité a confirmé la teneur des propos. Je cite, « Il subsiste quelques humains de l'ancienne race, en particulier dans les régions restées longtemps soumises à l'influence des doctrines religieuses traditionnelles. Leur taux de reproduction, cependant, diminue d'année en année et leur extinction semble à présent inéluctable. Contrairement à toutes les prévisions pessimistes, cette extinction se fait dans le calme, malgré quelques actes de violence isolés dont le nombre va constamment décroissant. On est même surpris de voir avec quelle douceur, quelle résignation et peut-être quel secret soulagement les humains ont consenti à leur propre disparition. » Bon, vous l'aurez compris, on est dans la fiction, quoique... on est dans la fiction, on est peut-être déjà d'ailleurs dans le droit, c'est aussi une fiction. Mais on peut revenir au végétal, puisque Marie-Angèle commence sa recherche autour des plantes. Elle découvre, par l'intermédiaire de Bernard Edelman, l'arrêt Diamond contre Chakrabarty, dont elle va peut-être nous parler, un célèbre arrêt de la Cour suprême des États-Unis, qui constitue un tournant et qui ouvre la voie vers l'industrialisation du vivant. Alors, je cite ici Bernard Edelman parce que c'est aussi quelqu'un qui m'a marqué dans mon parcours, puisque c'est lui qui m'avait suggéré mon sujet de thèse, qui n'avait rien à voir avec le vivant, puisqu'il s'agissait d'un sujet en droit d'auteur, comparaison des systèmes des deux côtés de l'Atlantique. Marie-Angèle s'intéresse depuis toujours à la question du sujet de droit humain, et cette faculté qu'il a de détacher de sa personne certains éléments, de détacher par exemple des éléments du corps, les cellules. C'est vrai qu'on peut détacher d'autres éléments du corps, comme l'image physique, et en faire des objets qui rentrent dans le commerce, qui sont l'objet de contrats et éventuellement de rémunération. Le sujet de droit se mue donc en objet par l'effet des nouveaux marchés, les nouveaux marchés sur le vivant, sur l'image. Mais le mouvement inverse est aussi concevable et Marie-Angèle Hermite est disposée à voir les éléments de la biodiversité, incontestablement des objets au départ, mais éventuellement des objets qui peuvent se muer peut-être que je travestis sa pensée, en sujets, si on les voit, ces éléments de la biodiversité, si on les voit comme animés. Comment animer certains objets ? Comment les faire devenir sujets de droit, peut-être pas à part entière, mais sujets de droit quand même, c'est une question qui traverse sa recherche. Toujours est-il que Marie-Angèle découvre au début de sa carrière le Comité pour la protection des obtentions végétales, le CEPOV. Elle rencontre un monde intéressant, et je pense que ça fait partie de sa façon de pratiquer le droit, c'est de rencontrer différents mondes. Et ici, c'est le monde des semenciers, le monde des obtenteurs. Alors, elle va s'intéresser et publier une histoire juridique extravagante sur le droit de la reproduction végétale en 1983. La façon dont Marie-Angèle présente la genèse de ce droit d'obtention végétale est très parlant. C'est un droit qui est demandé par des gens, je cite, qui se nomment obtenteurs et non inventeurs. Ils ont besoin d'utiliser des parents, de les croiser, de les observer pour aboutir à des nouveautés intéressantes. Ils vont donc adhérer à l'idée qu'il faut un droit de propriété intellectuelle qui permette d'utiliser librement une variété protégée pour en élaborer une autre. Ils ne veulent avoir ni autorisation à demander, ni redevance à payer. La variété doit être en même temps un bien approprié et une ressource libre. On est donc loin du système du brevet qui mettrait la deuxième variété sous la dépendance de la volonté du premier inventeur. Je cite passage du droit saisi au vif. Alors,
Elle s'interroge pourquoi des professionnels veulent-ils un droit moins protecteur que le brevet. Sa thèse, c'est que les obtenteurs ont la conviction de travailler avec la nature et non comme les biotechnologies naissantes dans le cadre d'une conception biochimique du génome. La nature doit rester en partie inappropriable pour eux. Ce qui est très loin peut-être de l'approche suivie par la directive européenne de 1998 sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Alors, la suite de la carrière de Marie-Angèle Hermite est palpitante dans la mesure où elle participe à toute une série de débats, notamment la célèbre affaire du sang en France. Elle va explorer toute une série de domaines du droit de l'environnement. Elle s'intéresse à la question des risques, notamment pour la santé, crise de la vache folle, problème du nucléaire. Des questions qui sont peut-être un peu plus éloignées de la propriété intellectuelle, même s'il y a des liens. Et je ne vais donc pas présenter ce pan ou ces différents domaines de sa recherche postérieure. Aujourd'hui, Marie-Angèle participe, comme elle me le disait hier, à certaines expérimentations citoyennes, avec des conventions de citoyens sur des thèmes comme « Que faire des déchets nucléaires ?» Je pense que c'était un des sujets. Si elle s'est retirée près de Marseille, à La Ciotat, elle reste très active dans tous ces champs, et je pense qu'elle a d'ailleurs commencé sa carrière sur un champ, avec les obtenteurs, et vous verrez comment elle peut animer les esprits, elle qui défend une vision de la nature comme étant justement quelque chose d'animé. Je lui passe la parole. Merci beaucoup. Bien, vous l'aurez compris, ça fait très longtemps que je travaille et que je travaille sur ces sujets-là. Et peut-être je voudrais commencer par vous dire qu'en matière de brevetabilité du vivant, c'est-à-dire de tous les êtres vivants, micro-organismes, végétaux, animaux et de toutes les parties des êtres vivants, depuis les segments d'ADN jusqu'à des tissus qui ont été modifiés, ce parcours très long qui est maintenant, je dirais, verrouillé depuis longtemps, puisque la décision Chakrabarty, qui a été la décision qui a vraiment initié la brevetabilité du vivant, 1981, ça fait plus de 30 ans. Or, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on fait des sondages d'opinion dans la population européenne, et bien plus encore dans les populations, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, je ne connais pas les résultats en Asie, il y a un effet de sidération lorsque les gens réalisent que des animaux, des végétaux, des parties de corps humain peuvent être brevetées. Donc, c'est quelque chose qui, contrairement à beaucoup d'idées qui, au moment où elles sont lancées, paraissent insupportables, et puis 10 ans après, on s'y est habitué. Là, bizarrement, cette espèce de choc de la brevetabilité du vivant à la fin des années 70, début des années 80, on constate qu'aujourd'hui, le choc est toujours là. Alors, il faut voir que probablement la contestation est différente. À l'époque, à l'Office européen des brevets, il y a eu jusqu'à une alerte à la bombe. Il y avait une bombe qui avait été posée à Munich au moment de l'affaire de la question de la brevetabilité d'une souris ayant été manipulée pour être cancéreuse de mère en fille. On n'a plus à l'époque des bombes, mais une des grandes raisons pour lesquelles les plantes génétiquement modifiées sont refusées, à côté du fait qu'il s'agit de manipuler la nature, etc., c'est le fait que ces plantes sont brevetées et que nombre de paysans ne veulent pas de plantes brevetées. Donc, vous voyez qu'il y a là quelque chose qui résiste en perdant toutes les batailles, mais qui résiste malgré le fait qu'on perde ces batailles. Alors, ce que je voudrais vous proposer comme fil directeur,
c'est le fait que c'est de réfléchir au fait que des décisions juridiques qui paraissent techniques au premier abord, qui sont prises par un magistrat, qui sont défendues par un avocat, qui sont commentées par des enseignants, concernent bien plus que la solution juridique elle-même, concernent véritablement une vision du monde. Et dans notre cas, c'est une vision du rapport des humains au monde vivant et du rapport que les humains entretiennent avec les différents vivants, végétaux, animaux, microbiens, etc. Donc je vais vous proposer une première réflexion que je vais appeler le vivant dans des courants contraires, un monde animé d'un côté et un objet d'industrie de l'autre. Alors, le droit contemporain, vous avez le Code civil comme en France, est parti au XIXe siècle d'une conception radicalement cartésienne où l'honneur de l'humanité, le propre de l'homme, etc., c'est d'inventer des techniques. Et là, je cite la directive 98/44 sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques qui nous dit « Seul l'être humain est capable de mettre en œuvre des techniques que seul l'être humain est capable de mettre en œuvre et que la nature est incapable d'accomplir par elle-même. » Vous savez ça dans l'exposé des motifs, c'est d'une bêtise flagrante. Mais ce qu'il faut voir, c'est pourquoi un législateur arrive à écrire que l'homme invente des techniques que seul l'être humain est capable de mettre en œuvre et que la nature est incapable d'accomplir par elle-même. Donc l'idée que dans un texte, on va poser une sorte de supériorité de l'homme par rapport à la nature grâce à la technique. Mais le droit est quand même traversé par d'autres courants qui sont des courants contraires. Alors, l'un d'entre eux me semble bien exprimé dans la Charte de l'environnement, qui, vous savez, en France, fait partie du bloc de constitutionnalité depuis 2004, et qui a une toute autre vision des choses, puisque désormais, la Constitution énonce, je cite, que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Donc vous avez d'un côté un texte qui vous dit l'homme est tellement supérieur à la nature grâce aux techniques, et de l'autre côté un texte qui vous dit l'humanité est indissociable de son milieu, et si on détruit ce milieu, en même temps, on détruit l'humanité. Donc, qui lie l'humanité et la nature, alors que l'autre texte pose le principe de la supériorité grâce à la technique et donc grâce à l'artificialisation, au fait d'écarter la nature en permanence par des artifices. Alors, c'est en opposant ces deux visions que dans ce livre qui vous a été présenté, j'en suis arrivée à dire que j'avais construit au fil du temps un droit animiste. Alors, pas animiste au sens des populations amérindiennes, mais animiste au sens où, progressivement, il me semble que le droit, par le biais du droit de l'environnement, mais aussi par d'autres biais, entre autres le droit civil, est en train de reconnaître la spécificité des vivants, des autres vivants que les humains, et est en train de reconnaître une base commune, le fait d'être vivant, et après, du vivant non humain et du vivant humain, du vivant non humain animal et végétal. On ne
traite pas juridiquement de la même façon un animal supérieur, un animal comme un ver de terre. Un chimpanzé et ver de terre n'ont pas les mêmes droits, en quelque sorte. Donc, on est en train de construire quelque chose de nouveau, ce vivant commun, à l'intérieur duquel il y a de l'humain et du non-humain et différentes catégories de non-humains. Alors, j'avais commencé à soupçonner ça, c'est la première fois que je l'expose comme ça dans un livre en parlant de droit animiste. Mais j'avais commencé à le soupçonner dès la fin des années 80 avec l'affaire Moore, que vous avez peut-être rencontré au cours de vos études. John Moore était un Américain qui est tombé très malade d'une leucémie. Il a été soigné en Californie par l'Université de Californie, qui lui a enlevé la rate, pris énormément de sang, de cellules, etc. Et qui, sans le lui dire, avec ces cellules, a fabriqué une lignée cellulaire que les médecins ont brevetée et qu'ils ont utilisée pour faire un interféron. Puis, il a fini par se douter qu'il y avait quelque chose, s'emparer de l'affaire, comprendre que ces cellules avaient été brevetées et faire une action en revendication de la propriété de ces cellules qui lui auraient été indûment captées. Et en discutant de cette affaire dans un groupe de travail qui essayait de préparer la loi sur les produits du corps humain, en discutant avec le professeur François Gros, un généticien membre de l'Académie des sciences, j'essaye de lui expliquer qu'on va se retrouver de plus en plus dans des situations comme celle de John Moore, où des gens vont s'apercevoir qu'ils ont accepté de participer à une recherche, ils ont accepté qu'on leur prenne du sang, des cellules, etc. Ils ont accepté ça au nom de la recherche, au nom du bien commun de l'humanité. Le jour où ils s'aperçoivent qu'au nom du bien commun, on a breveté leurs cellules, beaucoup d'entre eux ne vont pas être très contents. Et j'essaye de mettre une alerte sur cette question et j'essaye d'expliquer qu'il faut reconnaître une catégorie de choses d'origine humaine qui auraient un régime juridique spécifique et qu'on ne peut pas, sous prétexte que la cellule a été retirée du corps humain où elle est intégrée au statut de la personne, une fois qu'on la retire, elle devient brutalement une chose sans aucun particularisme. Et je dis, il faut qu'il y ait un certain particularisme à ces choses, et on va les appeler des choses d'origine humaine, et on va mettre un régime juridique particulier pour ces choses d'origine humaine. Et François Gros réagit de manière très spontanée et presque violente en me disant « mais on ne peut pas faire ça, c'est du vitalisme ». Le vitalisme, c'est le XVIIe siècle, quand on croit qu'il y a des petits esprits partout. Je lui dis non, ce n'est pas du vitalisme, c'est de l'animisme. La cellule, elle est animée et elle continue de contenir quelque chose de la personne, ou du moins beaucoup de personnes vont continuer d'investir leurs cellules, même une fois qu'elles sont séparées d'eux-mêmes, vont continuer de les investir de leur personne. Quand on regarde ce que disent les donneurs de sang de leur acte de don de sang, on s'aperçoit qu'il y a toute une mythologie du sang qui est transportée à chaque don du sang et qu'il est finalement assez rare que les gens vous disent « je donne du sang parce que c'est utile à la médecine ». Il y a ça, bien sûr, il y a sauver des vies, bien sûr, mais il y a aussi mon sang, c'est moi, comme ça, je fais un don de personne à personne. Enfin, quand vous écoutez ce que les gens disent, c'est beaucoup plus compliqué que de simplement sauver des vies. Donc, j'en arrive à cette idée selon laquelle
doit absolument intégrer dans le droit le fait que lorsqu'on s'adresse à des choses vivantes, on ne s'adresse pas à un boulon ou à une cafetière. Alors, tout ça s'inscrivait dans un mouvement général de ma recherche et du droit, puisqu'à l'époque, nous préparions en même temps la conférence de Rio sur la diversité biologique. Et c'est à l'occasion du travail fait pour la Commission des communautés européennes sur le projet de convention sur la diversité biologique que je commence à formuler ces idées selon lesquelles des zones de diversité biologique, celles qu'on veut protéger, avec tous leurs composants, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les micro-organismes, les gènes, les cellules, tout ce qu'il y a là-dedans, devraient être considérés comme des sujets de droit, pouvant ester en justice en leur nom propre, alors évidemment avec des représentants comme un mineur, et avec des droits qui leur sont propres, évidemment pas les droits des personnes humaines, on ne va pas donner un droit de vote à une zone de diversité biologique, mais en revanche, on peut lui donner le droit de rester en l'état, c'est-à-dire le droit de ne pas être traversé par une autoroute, le droit de ne pas se voir déverser des déchets toxiques, le droit de ne pas être affecté par des déchets nucléaires ou ce que vous voulez. Et donc là, je commence à en arriver à l'idée que l'animal doit être sujet de certains droits, pas tous les droits de la personne humaine, mais des droits qui lui sont propres, en fonction de son espèce, et à monter comme ça tout un système où on n'a plus cette espèce de rigueur de la catégorie des choses, toujours pensée sur le mode de l'inerte, et de la catégorie des personnes dans lesquelles il n'y a que les personnes humaines, et qu'il faut un système beaucoup plus poreux qui permette de reconnaître des droits adaptés à chaque catégorie de sujets et de multiplier les sujets. Je dois dire que quand je découvre ça, je ne suis pas la première à avoir pensé ça, simplement ça avait été très oublié, et que à ce moment-là, pour d'autres raisons, je lis plus exactement un article de 1909 publié à la Revue trimestrielle de droit civil, un article de René de Mogh, le grand civiliste, qui s'intitule « La notion de sujet de droit » et qui, en 1909, explique ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire le sujet de droit est une notion purement technique qui permet d'accrocher à un sujet des obligations et des droits et d'ester en justice. Et il dit il faut que les fœtus, les animaux, les générations futures, il parle de générations futures, et les morts aient des droits qui leur soient adaptés. Donc l'idée n'est pas nouvelle, elle a déjà presque un siècle. En revanche, la lancer dans un monde où les transformations de l'environnement créent des tensions telles qu'il faut réinventer le droit en permanence, ça commence à prendre une résonance qui est tout à fait différente de celle qu'avait eue l'article de René de Mogh, où au fond, à l'époque, les fœtus, les fœtus, ils étaient dans le ventre de leur mère et pas ailleurs. Maintenant, ils sont dans des couveuses, les embryons sont dans des boîtes de pétri. On n'est plus du tout dans le même monde. Les morts, avant, ils étaient morts, un point, c'est tout. Maintenant, on a tous ces cas de gens qu'on maintient dans une vie biologique alors que le cerveau est mort,
Et tous ces cas intermédiaires, il faut absolument les penser de manière complètement différente. On peut plus se permettre d'avoir ce droit rigide et simple, entre guillemets, des personnes et des choses. Il faut multiplier des catégories intermédiaires. Donc, d'un côté, j'ai ce courant puissant de la brevetabilité généralisée du vivant qui introduit dans le droit, par la directive 98/44, la notion de matière biologique. Tout est matière biologique, vous, un animal, un végétal, un micro-organisme, nous sommes tous, à la base, matière biologique semblable. Et c'est une mine pour l'industrie. Donc, l'industrie se pose la question de savoir comment elle a accès à cette mine, avec quelle autorisation, et comment elle va pouvoir protéger ses ressources minières par le brevet. Donc, on n'est plus du tout dans le monde de René de Mogh. Donc, on a d'un côté cette matière biologique, et on construit la vision industrielle du monde qui est fondée sur un mécano-biomoléculaire de cette matière biologique. Donc l'OEB en arrive à affirmer dans, je crois que c'est oui, la décision Novartis, la phrase suivante: une plante définie par des séquences d'ADN recombinant n'est pas un être vivant concret. Une plante n'est pas un être vivant concret, mais une définition abstraite et ouverte englobant un nombre indéfini d'entités individuelles définies par une partie de leur génotype, etc. Le reste n'a pas d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est cette affirmation: une plante n'est pas un être vivant concret, mais une définition abstraite. Donc, vous avez ce courant. Et puis, vous avez un deuxième courant complètement différent autour de toute la manière dont les doctrines environnementalistes revisitent le monde et dont les sciences de l'évolution, entre autres, nous permettent de voir le monde vivant autrement. Vous avez tous les jours des livres qui sortent sur les différents modes de reproduction des animaux, des végétaux, etc., et qui décrivent d'une manière extrêmement passionnante les stratégies des êtres vivants pour se reproduire, pour manger, pour dormir, etc. Et progressivement, l'idée de Darwin de l'évolution, qui avait fait couler tellement d'encre à son époque, qui paraissait si insupportable à son époque, aujourd'hui, beaucoup de gens sont complètement familiers de l'idée d'être cousins des chimpanzés, qu'on trouve si rigolos, des bonobos, chez lesquels on prend plein d'exemples. Si on pouvait faire comme les bonobos, on n'aurait pas de guerre, etc., etc. Donc, on a ce que j'ai appelé dans un article qui s'appelle « La nature, sujet de droit », qui est paru aux Annales en 2011, ce que j'appelle le plaisir du cousinage, c'est-à-dire le fait de se sentir bien dans la chaîne de l'évolution, alors qu'au XIXe siècle, quand on avait mis l'homme dans la chaîne de l'évolution, ça avait été pour beaucoup de gens quelque chose d'absolument insupportable à penser. Aujourd'hui, il me semble qu'on est dans ce plaisir du cousinage et cette espèce de fascination vis-à-vis du monde animal. Je vous engage à lire Vinciane Després, qui est une de vos compatriotes, qui est une éthologue, qui écrit des bouquins absolument géniaux, dont un petit livre qui s'appelle « Penser comme un rat », donc Vinciane Després, elle s'appelle, et qui vous explique le monde animal d'une manière absolument extraordinaire. Bien. Alors,
on a donc ces deux courants, l'un qui nous réintroduit dans le monde vivant et l'autre qui continue de travailler l'industrialisation du vivant et donc sa réduction à une vision purement mécanique et biochimique. Alors on va essayer de rentrer un peu plus profondément dans cette vision industrielle du vivant. Pour rentrer dans cette vision industrielle du vivant, je vous propose de reprendre la manière dont le droit des brevets a créé et renforcé ce courant depuis grosso modo les années 60 jusqu'à la période toute récente où on se rend compte qu'il y a une période de flottement que je vais essayer de vous décrire. Alors, vision industrielle du vivant. Comment ça s'est produit ? Ça s'est produit récemment, à partir des années 60, pour un objectif tout à fait légitime, qui était d'arriver à protéger par le brevet les antibiotiques qui venaient d'apparaître après la Deuxième Guerre mondiale. Contrairement à ce que soutiennent certains et à ce qu'on trouve entre autres dans l'arrêt Chakrabarty, qui dans une note de bas de page dit que au fond tout ça c'est pas nouveau puisque en 1873 Pasteur avait obtenu un brevet sur une levure, ce qui a été écrit partout, recopié partout. Un jour ça m'a énervé. Et je suis allée voir à l'Institut de la propriété industrielle, 1873, Pasteur tombe, je crois, sur 2 brevets, où effectivement il utilise une levure, mais il ne brevette pas la levure, il brevette le procédé et il brevette qui permet d'obtenir tel produit à la sortie. Donc j'écris ça dans un article. Et on vient me dire, oui, mais ce n'est pas en France qu'il avait obtenu ce brevet, c'est aux États-Unis. Je m'énerve de nouveau, même si ça a été un peu plus difficile de trouver le brevet américain. Et en même temps, un de mes collègues l'a trouvé. Le brevet américain est exactement semblable au brevet français de la même année, c'est-à-dire qu'il explique comment on utilise telle levure, mais évidemment, il ne brevette pas la souche. Et c'est la Cour suprême qui invente cette légende dans cette note de bas de page qui sera reprise absolument partout après, sans que les gens aillent vérifier. Alors, à partir de là, c'est dans les années 60 que ça se passe, lors de la négociation de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, donc 1963. 2 décisions sont prises sur lesquelles on vit toujours. On décide de breveter les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés. C'est ce qui permet de protéger les antibiotiques. Et donc là, effectivement, en protégeant le produit, on protège un médicament, mais on ne se rend pas compte qu'en même temps, sans le dire, on protège quand même le micro-organisme, le champignon, qui est à l'origine du médicament. Donc, on brevette les procédés microbiologiques et en quelque sorte, en compensation, on permet aux États d'exclure certaines inventions de la brevetabilité et ils vont choisir d'exclure les variétés végétales et les races animales. Donc, on protège une certaine spécificité du vivant, mais on déclasse le vivant microbien.
on fait deux catégories de vivants. Un vivant industriel, d'un côté, et puis du végétal et de l'animal. Et on utilise les mots, au lieu d'utiliser végétal et animal, on utilise variété végétale et race animale. Funeste erreur, vous allez le voir. Et à partir de là, les choses avancent de manière très souterraine, très cachée, puisque à partir du moment où on veut protéger ces procédés microbiologiques qui utilisent des souches bactériennes, il faut pouvoir déposer ces souches. Donc, on va faire la convention, le traité de Budapest, qui va permettre de déposer les souches qui sont utilisées pour créer les antibiotiques. Et donc, on les dépose. On ne dit pas qu'on les brevette, mais finalement, c'est ce qu'on va faire. Et on va en profiter, puisqu'on a des institutions pour le faire, pour déposer aussi des cellules humaines. Et c'est comme ça que progressivement, quand on commence à introduire dans ces cellules humaines des gènes brevetés, que, en fait, on va breveter les gènes à travers les cellules modifiées par les gènes. Et tout ça se fait dans les instituts de la propriété industrielle sans qu'aucun Parlement ne s'en empare. Et ça avance comme ça par des pratiques beaucoup plus que par du droit. Donc on a deux sphères. La sphère de l'exclusion de brevetabilité qui porte sur du vivant reconnu comme tel, mais qui ne comprend plus que les variétés végétales, c'est très peu de choses par rapport aux plantes. Les variétés végétales, c'est une tête d'épingle par rapport à l'ensemble du monde végétal. Et les races animales, c'est une tête d'épingle par rapport à l'ensemble des animaux. Donc, on a ces exclusions, et puis tout le reste a basculé dans l'industrie. Et c'est là où on trouve une articulation assez désastreuse entre la vulgarisation scientifique des grands biologistes, d'un côté, qui veulent faire comprendre comment fonctionne la biologie moderne, et les juges américains de l'autre. Je vais vous citer, à partir du livre de François Jacob et Jacques Monod, qui sont des livres de grande vulgarisation scientifique extrêmement bien faite à l'époque, qui veulent nous faire comprendre comment fonctionnent les bactéries. Qu'est-ce que dit François Jacob ? La bactérie est comme, je cite, une petite usine chimique capable d'effectuer environ 2000 réactions. Ça n'est qu'une comparaison, c'est une métaphore. Ça ne ravale pas du tout la bactérie au rang de l'usine chimique. C'est une métaphore. Mais le juge, lui, il va prendre la métaphore au pied de la lettre et il va lui faire produire des effets juridiques. Le juge Cachois aux États-Unis, qui a la première affaire avant Chakrabarty, en 1977, il a une première affaire de bactéries manipulées. Il dit, je cite, « Les micro-organismes se rapprochent beaucoup plus de compositions techniques inanimées. » Donc vous voyez, vous faites tomber l'organisme vivant dans l'inanimé. C'est faux, mais voilà, on fait tomber. Se rapprochent beaucoup plus de compositions techniques inanimées que des chevaux, des abeilles, des framboises ou des roses. Ils sont devenus, les micro-organismes, des outils importants de l'industrie chimique, et lorsqu'un nouvel outil industriel utile, réel, non évident est inventé, il n'y a pas de raison de priver son inventeur des avantages du brevet. Pour ce qui est de la crainte que notre décision permettra nécessairement ou logiquement
de breveter toutes les espèces utiles et non évidentes de plantes, d'animaux et d'insectes créés par l'homme, nous croyons qu'elle est outrée. Donc, qu'est-ce que fait le juge Cachot? Il prend au pied de la lettre la métaphore des scientifiques. C'est une usine chimique. Si c'est une usine chimique, on est dans la concurrence avec l'industrie chimique. Donc, il faut donner à celui qui invente cette industrie un outil aussi fort que celui dont disposent les chimistes. Et donc, il faut breveter les micro-organismes. Et il envisage l'argument contraire qui était donné. Attention, si vous mettez le doigt dans l'engrenage, vous y passez le bras entier. Il dit, bah, c'est pas parce qu'on brevette un micro-organisme, c'est rien un micro-organisme, qu'on va breveter des chevaux, des abeilles ou des framboises. Bon, on est en 1977. Un an plus tard, dans la décision Inre-Bergy, le juge dit que, je cite, « Compte tenu des objectifs à la base de l'instauration du système des brevets, nous devons inclure les micro-organismes et leur culture parmi les articles manufacturés, hein, c'est les termes de la loi américaine, et les compositions de matière. Nous estimons que le fait que les micro-organismes sont vivants est une distinction sans signification du point de vue juridique et qu'ils doivent être considérés de la même manière que les composés chimiques. Dégradation du vivant en inerte. Donc, faites attention, vous êtes juriste, le pouvoir du droit est sans limite. Vous pouvez dire ce qui est vivant n'est pas vivant. Donc, que vous vouliez devenir enseignant, magistrat, avocat ou quoi que ce soit, prenez conscience du pouvoir du droit. Le pouvoir du droit, c'est de dire, c'est de rendre vrai ce qui n'est pas vrai et de se fiche complètement du fait qu'il y a une vérité scientifique d'un côté. Le micro-organisme est un être vivant, aucun scientifique ne vous dira le contraire. Et de dire qu'en droit, le micro-organisme est, qu'est-ce qu'il dit, est un composé chimique. C'est faux en science, c'est vrai en droit. Ça devient vrai en droit. Donc vous avez la possibilité de créer, de transformer du faux en vrai dans le monde juridique. On va retrouver ça évidemment dans l'arrêt Chakrabarty. Donc au moment où ce micro-organisme génétiquement manipulé avait été présenté au Patent Office, le Patent Office avait refusé le brevet au motif que, dit-il, les produits de la nature et les choses vivantes ne sont pas des objets brevetables. Le Patent Office dit que ça n'est pas brevetable. Donc c'est attaqué par le scientifique qui l'avait mis au point, et la Cour suprême retient finalement que ce micro-organisme est fait par l'homme, qu'il est seul capable d'assurer cette fonction qui est de dégrader les nappes de pétrole. Il n'a jamais réussi à dégrader quoi que ce soit, mais dans un aquarium, ça marchait. Évidemment, dans la mer, ça ne marchait pas, mais dans un aquarium, ça marchait. Donc il est seul capable d'assurer cette fonction, contrairement aux bactéries naturelles, et il convient de savoir s'il entre dans les catégories retenues par la loi, qui parlent de tout objet manufacturé, any, ou composition de matière. Et la Cour suprême s'appuie sur le any pour avoir une interprétation large des termes de la loi, et elle s'appuie sur la philosophie du Patent Act. Elle dit,
ce qui nous intéresse, c'est de récompenser le plus largement possible l'expression de l'ingéniosité humaine. Le reste, ça peut être important, mais c'est moins important que de récompenser la créativité. Certes, les lois de la nature et les idées abstraites ne sont pas brevetables. Certes, les micro-organismes, qui ne font qu'exercer leurs fonctions naturelles, ne sont pas brevetables. Mais ici, le breveté a produit une nouvelle bactérie différente de tout ce qui existe dans la nature. Sa découverte n'est pas l'œuvre de la nature, mais la sienne propre et en conséquence brevetable. La distinction ne passe pas entre les choses vivantes et les choses inanimées, mais entre les produits de la nature, qu'ils soient vivants ou non, et les inventions faites par l'homme. Donc voilà, vous dégradez une distinction vivant-non vivant, et vous retenez une seule distinction, fait par l'homme, pas fait par l'homme. Bien, si vous voulez, je pense qu'on peut s'arrêter un moment. On peut s'arrêter un moment et voir si vous avez des questions. Je vais revenir au premier point que vous avez abordé en disant qu'il y avait vraiment une divergence entre la population et, je vais dire, les juristes au niveau de du choc par rapport à la brevetabilité du vivant. Et je me demandais où est l'explication à trouver. Est-ce que c'est uniquement du lobbying ou est-ce qu'il y a une autre raison derrière ça, peut-être plus rapprochée à la théorie du droit? Parce que normalement, les élites politiques et juridiques sont censées représenter la population, c'est leur rôle premier. Or ici, on voit une sacrée divergence entre les points de vue. Oui. Ouais, votre question est difficile. Et vous avez bien dit, les politiques sont censés représenter la population. Alors, oui, ils sont censés représenter la population, mais dans la population, il y a des industriels qui demandent cette protection. Et je crois, enfin je suis même sûre, pour travailler beaucoup avec les politiques, qu'ils voient les industriels comme porteurs non seulement de l'activité économique au sens direct du terme, mais de tout ce que l'activité économique apporte à la population. Parce que si vous voulez, vous pouvez voir l'activité économique uniquement comme une façon de gagner de l'argent, bon, mais c'est aussi c'est l'emploi, c'est l'amélioration des conditions de vie, etc. Donc les politiques, ils passent leur temps à s'intéresser à l'opinion publique, mais tout de suite après, à oublier un certain nombre d'éléments issus de l'opinion publique, parce que ce qu'ils voient derrière, c'est l'amélioration des conditions de vie, l'activité économique, etc. Et ce qui me frappe, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire l'équilibre entre les deux. Au fond, pendant des années, on avait très bien réussi à faire des progrès en biologie sans breveter. Donc pourquoi tout d'un coup il faut breveter? Il y a un certain nombre de raisons techniques, mais je ne suis pas sûre que ce soit la raison majeure. Je crois simplement qu'en biologie, on est passé du monde, Alain Strovoel vous l'a bien dit tout à l'heure, du monde des obtenteurs, qui au fond sont d'anciens paysans, qui sont habitués à composer avec le climat, avec ci, avec ça. On est passé au monde de la chimie. Le monde de la chimie, c'est pas le même. Donc quand ils ont vu, moi je me souviens très bien d'une réunion de préparation à la directive
à laquelle j'avais été invitée, les gens ne me connaissaient pas, donc ils ont parlé librement. Ils croyaient que faisais partie de telle ou telle boîte industrielle. Et ils m'ont dit, vous avez vu ce que c'est que ce droit d'obtention végétale? Non, mais c'est vraiment un droit de jardinier. Donc il y avait une forme de mépris pour quelque chose et ils allaient remettre le sérieux de l'industrie à la disposition de la biologie. C'est comme ça que ça a été pensé à l'époque. Alors après, demander aux politiques de faire de l'anthropologie, pas sûr qu'il ait le temps. Autre question? Moi j'en ai peut-être une. Vous venez de dire que la biologie, de toute façon, la science biologique s'était développée bien avant les possibilités de breveter les inventions biotechnologiques. Et je pense qu'il y a toujours cet argument, justement, par les défenseurs, les partisans du brevet sur le vivant, c'est de dire, s'il n'y avait pas de brevet, de toute façon, les progrès, les avancées se feraient. Et à la limite, le brevet a l'avantage de rendre les choses un peu plus transparentes, puisqu'il y a des publications du brevet, et les choses ne se font pas en sous-main, protégées par le secret, qui était le modèle antérieur. Alors, justement, quelle est la valeur de cet argument, qui est un argument en faveur du brevet, compte tenu du fait que, de toute façon, les choses se feraient, qu'on le veuille ou non, même s'il n'y a pas de brevet? Alors, je pense qu'on ne fait pas les mêmes choses. Parce que, manifestement, les industriels ont essayé de faire des choses brevetables. Et quand ils ont vu que les plantes génétiquement modifiées étaient brevetables, contrairement aux plantes issues de la sélection classique, ils ont privilégié la voie génétiquement modifiée plutôt que la sélection classique. Enfin, certains d'entre eux. Hein. Heureusement, la sélection classique continue de faire des progrès tous les jours. Donc, le fait que certaines choses soient brevetables et pas d'autres privilégie certaines voies. Le fait que certains objets soient brevetables privilégie les voies du brevet. Et l'argument de la transparence, alors là, pour le coup, dans le vivant, il ne tient pas du tout, parce que ça se reproduit. Donc, de toute façon, même si on ne le décrit pas, et d'ailleurs on ne peut pas le décrire, on est obligé de déposer, de toute façon, on a l'équivalent de la transparence. Je crois qu'ils ont fait une erreur, mais alors là, c'est plus les politiques et les scientifiques qui ont fait une erreur sur les itinéraires techniques du progrès en biologie. Ils ont cru qu'en protégeant le maximum de mini-inventions, parce que dans le vivant, on descend de plus en plus vers des systèmes les plus simples. Donc maintenant, si vous voulez inventer quelque chose, vous avez des centaines de droits sur la même plante. Parce qu'on a multiplié les mini-objets brevetables, et pour faire une plante, ce n'est pas une invention, c'est des centaines d'inventions. Et donc, on a complètement perdu de vue qu'il fallait ce pool de choses communes, et c'est ça qu'avaient vu les obtenteurs. C'est qu'ils avaient besoin d'un pool de ressources génétiques en libre accès pour tous, et qu'ils ne protégeaient que le produit fini s'il avait su se distinguer des produits différents, de ses plus proches concurrents. Donc ils avaient tout ce pool commun, toute cette espèce de bien commun qui se partageait entre eux, et ils se faisaient concurrence sur le produit fini. Maintenant, on se fait concurrence sur les centaines de mini-produits qu'on ne voit pas après dans la plante. Et du coup, on a de plus en plus de blocages. Donc ça, ils commencent à l'admettre. Problématique
des buissons de brevets qu'on connaît dans d'autres secteurs, Voilà. comme le secteur Mais alors, il y a des des secteurs où le buisson de brevet peut se résoudre à peu près parce que les objets ont une très forte valeur ajoutée. Dans le cas des semences, la valeur ajoutée n'est pas assez forte pour contenir des centaines de brevets. Une autre intervention? Sauf si ça dérange quelqu'un, j'en ai encore une. Au niveau, vous disiez avoir des droits adaptés en fonction de chaque espèce d'animaux. Je suis en fait assez d'accord avec vous, mais est-ce qu'on ne va pas tomber très rapidement dans un cynisme assez mortel à partir du moment où ça veut dire qu'il faut faire une classification des espèces et dire telle espèce est supérieure à celle-ci, et en fonction de quoi on va se baser sur ça, puisque c'est jamais que l'humain qui se projette et qui dit je me retrouve plus dans un bonobo que dans un ver de terre. Donc est-ce que c'est pas cynique? Alors, est-ce que c'est cynique de croire que le bonobo n'est pas identique au ver de terre? Alors, supérieur, pourquoi? Pourquoi dire supériorité? Si vous prenez l'exemple très connu de la tique, qui a fait l'objet d'une étude très savante d'un biologiste allemand, la tique est un animal extrêmement méprisable, si vous voulez, qui en plus vous fourgue des maladies désastreuses, qui s'accroche, qui est dégoûtante. Mais c'est un animal d'une perfection dans son propre être par rapport à son propre environnement, qui est une perfection admirable. Elle peut vivre pendant des années toute recroquevillée dans son arbre, sans bouger, totalement invisible, etc. Il y a un mammifère qui passe sous l'arbre, pouf, elle se laisse tomber, elle s'accroche, elle va exactement où il faut, elle se gonfle, elle pond. Voilà. La tique est indestructible. La tique nous survivra. Voilà. Donc, la supériorité... Enfin, ça me paraît très difficile de parler de supériorité. Vous ne pouvez parler de supériorité que si vous accordez une supériorité à des critères particuliers. Le fait de marcher à 2 pattes plutôt qu'à 4 pattes, le fait d'avoir un cerveau qui vous permet de faire un certain nombre de choses. Mais d'un certain point de vue, nous sommes beaucoup moins performants que la tique. Mais nous sommes beaucoup plus performants d'un autre point de vue. Donc les supériorités, ça implique de mettre déjà une hiérarchie des valeurs. Alors, est-ce que c'est cynique de donner des droits différents aux bonobos et aux vers de terre? Moi, ça me semble pas ça me semble pas cynique, ça me semble adapté à l'espèce, réaliste. Alors que ce soit nos visions, ça c'est évident, le droit est un phénomène humain. Mais c'est pas parce que c'est un phénomène humain qu'on peut pas en faire profiter les non-humains. Et d'ailleurs dans notre propre intérêt, me semble-t-il. Parce que si vous voulez, ça n'est pas de notre intérêt d'éradiquer tout ce qui bouge sur la planète comme on est en train de le faire. Enfin, en dehors des tiques et des moustiques dont on n'arrive pas à venir à bout. Mais voilà, c'est aussi dans notre intérêt que de vivre dans un monde riche, divers, où nous ne sommes pas les seuls. Imaginez un monde dans lequel nous serions les seuls vivants. Si je peux rebondir, Ouais. je suis d'accord avec vous, hein. Je pense que c'est vraiment une bonne chose à faire d'adapter les droits en fonction des espèces, mais ma question c'est est-ce que c'est seulement possible? Puisqu'on a déjà du mal à comprendre ne serait-ce qu'une bactérie tellement c'est complexe, alors commencer à mettre des droits qui soient adaptés, je pense que la pensée est bonne et il faudrait aller vers ça, mais est-ce que c'est réalisable? Parce qu'on ne parvient pas à comprendre l'entièreté de l'espèce, quelle qu'elle soit. Faites confiance faites confiance à la pratique. Les choses se découvrent lorsque un procès a lieu.
Et lorsqu'un procès a lieu, il y a quelqu'un qui plaide au nom des vers de terre, des grenouilles, des bonobos, etc. Et c'est dans le contradictoire qu'on découvre ce dont a besoin le bonobo, le ver de terre, la grenouille. On voit beaucoup ça, on voit beaucoup comment ça se construit dans les décisions de justice en matière de zones protégées, lorsque quelqu'un veut faire une intervention dans cette zone protégée, passer une route, agrandir un port, faire une carrière. Donc vous avez la Cour de justice de Luxembourg a un très bel arrêt sur l'aigle de Bonelli. C'est un arrêt que j'aime beaucoup. Donc c'est dans le sud de la France. Il y a un endroit où il y a un couple d'aigles de Bonelli, espèce protégée. Bon, il n'y en a plus beaucoup. À quelques kilomètres de là, un entrepreneur veut faire une carrière. C'est utile, une carrière. Et comme il y a une espèce protégée, il y a une association qui plaide au nom des aigles de Bonelli. Et la Commission des communautés européennes n'est pas d'accord avec l'ouverture de la carrière. Et dans son raisonnement, elle a tout un truc pour dire que la carrière va gêner les aigles qui ont leur nid à tel endroit, qui vont voir, entendre, avoir de la poussière, etc. Donc il y a tout un raisonnement sur ce qui doit être respecté chez l'aigle de Bonelli. Et donc, le droit au calme a une vue agréable. Donc c'est assez étonnant quand on lit l'arrêt. Et vous avez plein d'arrêts comme ça de la Cour de justice, où vous avez des sorties sur ce dont ont besoin les hérons, les machins, où ils vous décrivent longuement comment les tortues ont besoin d'aller tranquillement pondre sur telle plage en Grèce et que les parasols qui ont été mis les gênent. Bon, alors vous apprenez que les tortues sont gênées par les parasols et qu'ils ont droit à une plage sans parasol. Donc, faites confiance à la pratique, à l'imagination des plaideurs, à l'imagination des avocats et à la capacité de certains juges à rentrer dans cette logique-là et à parler au nom des poules. Prenez dans les directives européennes sur le bien-être animal, les porcs ont le droit d'entendre grogner leurs congénères parce que ce sont des animaux conviviaux. Bon. Les poules ont le droit d'avoir un sol dans lequel elles puissent gratter parce que c'est dans leur nature d'animal fouisseur. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se construit. Hein, vous avez des scientifiques qui disent les poules ont besoin de gratter. Bon, pendant des années, on ne les entend pas. Et puis, vous avez des défenseurs des animaux qui vont s'emparer de ça, qui lisent les articles scientifiques, et puis vous allez avoir une directive. Et la directive va dire il faut que le sol permette de gratter, et ainsi de suite. Donc, faites confiance et participez, évidemment, à l'imagination. C'est pour rebondir aussi. Est-ce qu'on peut considérer que le droit de la protection des animaux en voie de disparition est une sorte de droit animaliste alors ? Certainement. Enfin, si vous entendez humaniste, pour moi, l'humanisme implique forcément d'avoir un monde partagé. J'essaye de pousser de plus en plus cette idée de partage du territoire, de cartographie.
quand vous prenez votre pays, bon, avec les frontières, vous avez des villes qui sont habitées presque exclusivement par des humains et leurs animaux de compagnie. Quelques animaux qu'on appelle des commensaux, comme les pigeons, les rats. Voilà. Et puis, vous avez des zones industrielles qui sont dans la cartographie destinées à produire des objets. Vous avez des zones commerciales qui sont destinées à vendre. Vous avez des zones agricoles où vous ne pouvez pas faire autre chose qu'une activité agricole. Et vous avez Natura 2000. Et Natura 2000, bien sûr, les humains ont le droit d'y aller, mais ils sont sur le territoire de toute une série de bestioles et de végétaux. Ils ne sont plus tout à fait sur leur territoire à eux. Ils sont sur un territoire partagé avec les animaux et les végétaux. Donc, on a des cartographies qui se superposent les unes aux autres et qui affectent des parties du territoire à telle espèce, à telle autre espèce, à des déchets, une déchetterie, etc. Donc vous avez un territoire qui est un territoire partagé entre les personnes et les choses et entre les différents sujets de droit actuels ou en construction. Bien, donc je voudrais terminer en faisant un peu le tour des menaces qui me semblent peser sur cette activité si essentielle qui est ce qu'on appelle l'amélioration des plantes. L'amélioration des plantes, c'est la manière dont on a fait passer les espèces végétales qui étaient toutes sauvages à l'origine à des espèces domestiquées. Vous savez que ça a commencé avec l'agriculture, que ensuite, pendant très longtemps, l'amélioration des plantes a relativement stagné. Par exemple, au Moyen-Âge, tout ça ne fait pas beaucoup de progrès. Donc vous avez eu tout un travail des paysans à l'origine, des premiers agriculteurs, et qui ont entretenu au fil des millénaires tout ce patrimoine. Et puis, dans le dernier siècle et demi, ou les 2 derniers siècles, vous avez la science et la technique qui a fait faire des progrès considérables, avec aussi des limites et des impasses, puisque dans les dernières années surtout, l'amélioration des plantes a été conçue pour une agriculture fondée sur la disponibilité de grandes quantités d'eau, de pesticides et d'herbicides. Les plantes sont adaptées à ce triptyque eau, pesticides, herbicides. C'est-à-dire, si vous prenez une variété actuelle, en conditions d'agriculture biologique, elle est très peu performante. Et en fait, il faudrait, ça commence à être fait, mais à la marge, il faudrait repartir de variétés des années 20 pour concevoir de manière moderne, efficace, des variétés adaptées à l'agriculture biologique, c'est-à-dire sans pesticides, avec des engrais uniquement organiques, etc., peu d'eau, voire pas d'eau, et pas de pesticides, pas d'herbicides. C'est une agriculture complètement différente qui nécessite une amélioration des plantes dans des directions complètement différentes de celles qui sont adoptées aujourd'hui. Alors, si je repars de cette idée que l'amélioration des plantes est quelque chose d'absolument essentiel à l'humanité, si je repars de tout ce qu'on a dit sur la conception de plus en plus industrielle et biochimique
que le droit des brevets a développé des plantes, quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'amélioration des plantes. Vous vous souvenez que dans ce mouvement de brevetabilité généralisée du vivant, on a tout de même deux exclusions, les races animales et les variétés végétales. Mais les instances, que ce soit les offices de brevets, que ce soit les tribunaux, interprètent les exclusions de brevetabilité de manière restrictive au motif que l'exclusion est une exception au principe général qui est celui de la brevetabilité. Alors, j'ai toujours été frappée de ce raisonnement qui me paraît être un raisonnement faux, dans la mesure où, oui, l'exception est toujours d'interprétation restrictive par rapport au principe, c'est normal. En revanche, il n'y a pas de principe de brevetabilité, mais un principe de liberté du commerce et de l'industrie, et le brevet est lui-même une exception au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Et donc, on a un principe, la liberté, avec une exception, la protection, et une exception de l'exception qui est l'exclusion de brevetabilité. Donc, en réalité, le caractère obligatoirement restrictif de l'interprétation des exclusions de brevetabilité me paraît être logiquement tout à fait discutable. En tout cas, ça n'est pas discuté, puisque si je suis seule à penser ça, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, interprétation restrictive des exclusions. Ce qui fait que l'Office européen des brevets en a déduit que tout ce qui était inférieur aux variétés végétales, c'est-à-dire les plantes isolées, les cellules de plantes, les tissus de plantes, les gènes, les séquences d'ADN, tout ça c'est en dessous de la variété. La variété, c'est un ensemble de plantes identiques et fixées. Et tout ce qui est supérieur à la variété, c'est-à-dire des populations hétérogènes de plantes, des espèces, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est au-dessus est brevetable. Seul n'est pas brevetable la variété, définie par le fait que ce sont des individus identiques entre eux, donnant de génération en génération des individus identiques entre eux. Ce qui veut dire que les séquences d'ADN, les gènes, les cellules, les tissus, les plantes, les populations de plantes, les espèces, nouvelles, activités inventives, etc., sont brevetables. Et que donc, les plantes sont brevetables du moment qu'elles font la preuve de nouveautés et d'activités inventives. Seuls échappent aussi ce qu'on appelle les procédés essentiellement biologiques d'obtention de plantes, d'obtention de variétés, que la directive 98/44 a défini de la manière suivante: un procédé est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. Alors, c'est une phrase absurde parce que le croisement peut se produire dans la nature, mais évidemment, quand on fait de l'amélioration des plantes, on fait des croisements artificiels, par hypothèse. Donc, le croisement n'a rien de spécialement naturel. Et la sélection est opérée par l'environnement, dans la nature, effectivement. Mais quand on fait de la sélection, quand un sélectionneur fait de la sélection, cette sélection n'a rien du tout de naturel. Il va au contraire choisir des individus
qui probablement n'auraient pas été retenus dans la nature. Choisir des individus qui l'intéressent, mais qui ne sont pas ceux que la nature aurait choisis par elle-même. Bon, c'est comme ça. Donc, à partir de là, pendant longtemps, finalement, l'industrie qui faisait les plantes génétiquement modifiées n'a pas vraiment gêné les sélectionneurs traditionnels. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cherché à faire des plantes génétiquement modifiées en utilisant une technique toujours la même. On va chercher dans une bactérie un gène de bactérie et on va mettre ce gène de bactérie dans la plante pour lui faire produire une fonction herbicide ou une fonction de répulsion pour les insectes. Ce qui explique que toutes les plantes génétiquement modifiées sont des plantes soit tolérantes aux herbicides, soit tolérantes à tel ou tel prédateur, un champignon, un insecte, etc. Et aujourd'hui, presque toujours, tolérantes aux herbicides et à un certain nombre de maladies. Comme ils prenaient ça dans le règne microbien, alors que les sélectionneurs, eux, continuaient à travailler à l'intérieur de l'espèce maïs, à l'intérieur de l'espèce blé, etc., finalement, ils ne se gênaient pas. Puisque en travaillant à l'intérieur de l'espèce blé, je ne vais jamais me retrouver dans la sphère du brevet qui, lui, porte sur le gène d'une bactérie. Ceci dit, les choses ont changé depuis environ 7 ou 8 ans et finalement on s'en est aperçu depuis peu de temps. Depuis 7 ou 8 ans, à la fois parce que l'industrie biochimique s'est rendue compte du fait que les gènes des bactéries, oui, ils étaient utiles pour les fonctions herbicides et insecticides, mais que pour tout le reste, ils n'avaient aucun intérêt, c'est-à-dire pour augmenter les rendements, ça c'était toujours la sélection classique qui permet d'augmenter les rendements, la résistance à la sécheresse, la résistance à l'humidité, etc. Donc ils ont vu les limites de leur système et du coup ils ont commencé eux aussi à travailler à l'intérieur de l'espèce. Mais ils ont pris l'habitude de breveter et ils ne veulent pas faire du droit d'obtention végétale. Alors qu'est-ce qu'ils ont imaginé pour continuer de breveter tout en travaillant à l'intérieur de l'espèce? Ils ont fait de la sélection tout à fait classique. Donc, ils ont pris, par exemple, un melon tel que vous connaissez, qui sont des melons sucrés. Ce que vous mangez sont des melons sucrés. Il existe en Inde des variétés de melons acides, aigres. Et ils ont hybridé ça de manière tout à fait classique et un d'entre eux a sorti un melon aigre doux, donc qui mélange le sucre et l'acidité. Il espère avoir beaucoup de succès avec son melon aigre doux. Or, il a demandé un brevet et obtenu un brevet simplement en ayant caractérisé les allèles des gènes qui donnent ce goût aigre et ce goût doux. Donc, ils n'ont pas fait de plantes génétiquement modifiées, ils n'ont fait que de la sélection tout à fait classique, mais au lieu de dire eh bien voilà, j'ai fait un melon aigre doux par hybridation entre ceci et cela, ils ont dit j'ai fait un melon aigre doux par hybridation et le goût aigre est donné par
tel fragment d'ADN et le goût doux est donné par tel fragment d'ADN. Et l'Office européen des brevets, au lieu de dire qu'il s'agit d'un procédé essentiellement biologique, ce qui me semble être évidemment le cas, a dit qu'il s'agissait d'un procédé microbiologique faisant intervenir l'identification par un certain nombre de techniques. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Pour l'instant, on n'a pas le résultat des décisions de justice qui sont en cours et l'Office européen des brevets tarde vraiment à donner son résultat. Ils ont donné un premier résultat qui est que ce qu'on appelle la sélection assistée par marqueur, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ne vous intéresse pas, reste un procédé essentiellement biologique, c'est déjà pas mal. Mais la grosse menace, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le repérage des allèles qui permet de caractériser une innovation qui, elle, est une innovation tout à fait classique. Deuxième grande menace, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des gènes natifs. Alors, c'est un mot nouveau qui est arrivé il y a 7-8 ans, qui indique que le sélectionneur va prendre dans l'espèce un gène de cette espèce, dans une variété qui est particulièrement résistante à la sécheresse, par exemple. Il existe des maïs qui sont adaptés à certaines zones du monde où il pleut très peu. Donc on va prendre les gènes de ces variétés. Ces variétés sont très peu productives et on va mettre les gènes de ces variétés résistantes à la sécheresse dans des variétés productives et essayer d'avoir le double avantage productivité. Alors, généralement, on perd en productivité, mais on a quand même une meilleure productivité que les paysans dans les Andes. Donc, ils prennent des gènes de l'espèce comme ça et ils les intègrent dans les variétés les plus productives. Alors là, du coup, et ils font des plantes génétiquement modifiées avec ces gènes natifs. Là, du coup, on va au-devant de catastrophes, parce que Monsanto a déjà breveté 500 gènes du maïs, du blé et du riz, je crois, mais surtout maïs et blé, qui sont impliqués dans les tolérances à la sécheresse. Ils ont breveté ça dans l'optique du changement climatique, dans la mesure où ils anticipent que dans certaines zones tempérées aujourd'hui, on va avoir des sécheresses récurrentes. Vous savez déjà qu'en Californie, à l'heure actuelle, il y a une catastrophe agricole qui est en cours de réalisation. Donc, en anticipant ça, ils sont allés faire d'intenses prospections dans les variétés des paysans, dans les banques de gènes, et ils ont breveté plusieurs centaines, eux et Syngenta, de gènes impliqués dans le changement climatique en général. Ça peut être aussi bien des gènes de résistance à la sécheresse que des gènes de tolérance à l'humidité. Puisque, vous le savez, on anticipe aussi dans certaines zones beaucoup plus d'inondations et de périodes de pluie qu'avant. Donc là, qu'est-ce que vont pouvoir faire les gens qui veulent faire de la sélection classique et pas des plantes génétiquement modifiées? Ils vont se retrouver dans la sphère des brevets, alors que lorsque les gènes introduits étaient des gènes de bactéries, ils n'étaient pas dans la sphère du brevet. Donc là, l'espèce de mainmise de deux entreprises
sur un nombre considérable de gènes impliqués dans le changement climatique change complètement la face des choses, parce que ça veut dire que n'importe quelle variété tout à fait traditionnelle va comprendre des gènes qui auront été brevetés par Monsanto ou Syngenta et vont être dans le risque de contrefaçon. Alors, une affaire de ce type-là s'est déjà produite en France, où un petit sélectionneur de légumes, qui est une petite entreprise qui marche très bien, près d'Avignon, qui fait uniquement quelques légumes et des salades. Ils sont spécialisés dans un créneau très particulier. Ce sont de très bons sélectionneurs qui travaillent à l'ancienne et qui obtiennent des résultats extrêmement intéressants. Donc ils étaient allés faire une prospection en France, tout simplement, de laitues sauvages, parce que les laitues sont attaquées par des pucerons, des rouilles, etc. Donc ils avaient prélevé comme ça, dans l'environnement en France, plus d'1 millier de variétés différentes de laitues sauvages. Ils avaient trouvé des résistances aux pucerons et par des techniques tout à fait traditionnelles, ils avaient fait des laitues résistantes aux pucerons qu'ils ont vendues pendant des années. Et puis, protégées par un droit d'obtention végétale. Et puis, une petite entreprise hollandaise a fait des recherches sur les gènes de résistance aux pucerons, a breveté un gène de résistance aux pucerons, et à partir de ce moment-là, a dit à l'entreprise Gautier, vous ne pouvez plus utiliser votre variété. Alors, la variété de Gautier était pourtant antérieure au brevet. Et donc, si Gautier avait breveté son gène, l'autre n'aurait pas pu le faire. Mais comme Gautier ne travaille pas avec les brevets et ne s'intéresse pas à la question de savoir si c'est tel gène plutôt que tel autre, lui, du moment qu'il a sa résistance aux pucerons, il est content. Il fait ses hybridations et il obtient ses laitues résistantes aux pucerons. Et lui, ça lui est jamais venu à l'esprit de déposer un brevet sur les gènes qu'il utilise. Donc, il n'y avait pas de nouveauté. Enfin, il n'y avait pas de destruction de la nouveauté. Donc, c'est l'entreprise hollandaise qui a réussi à lui faire retirer sa variété de laitue de la vente de son catalogue. Donc, vous voyez, c'est là que je vois le problème principal, c'est dans ces deux directions. D'une part, ces variétés tout à fait traditionnelles obtenues par des sélections traditionnelles, mais simplement on désigne le gène qui va donner l'élément marketing, si vous voulez, sur la variété. On le décrit et c'est breveté. Si l'Office européen continue à faire ça, on va au-devant de catastrophes, parce que les gens qui utilisent ce gène sans le savoir depuis très longtemps vont se trouver dans la sphère du brevet. Et même chose avec les gènes natifs. Donc là, j'ai l'impression que les gens de l'Office européen des brevets n'ont jamais compris ce que c'était que l'alimentation, l'amélioration des plantes et la manière dont ça se passe dans le monde. Ils sont tellement habitués à travailler avec les grands industriels qu'ils ont perdu absolument tout contact avec la réalité de la sélection telle qu'elle est faite de manière majoritaire dans le monde, et ils comprennent beaucoup mieux la démarche industrielle et biochimique des grands biochimistes qui font des plantes génétiquement modifiées et qui maintenant, de plus en plus, passent à d'autres types de plantes. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'avais prévu, parce que ça c'est une conférence mais qui dure 4 heures, quand je la fais en entier,
je peux répondre à un certain nombre de questions qui me paraissent intéressantes dans le domaine du droit des brevets, de l'obtention végétale et de tout ce monde du vivant. C'est tout ce qui concerne les semences de ferme et le droit de réensemencer son champ, le droit ou l'absence de droit de réensemencer son champ avec une partie de sa récolte, et les questions d'accès aux connaissances traditionnelles et aux ressources génétiques dans un certain nombre de pays dits fournisseurs de ressources génétiques. Vous savez qu'il y a eu énormément d'affaires dites de biopiraterie, où on utilise une plante venant d'Inde, de Chine, d'Éthiopie, etc. Et on en fait autre chose qu'on brevette et on donne rien au pays d'origine de la ressource. Donc là, un règlement vient d'être publié par le Parlement et le Conseil. C'est un règlement extrêmement décevant, qui applique ou qui est censé appliquer le protocole de Nagoya, qui lui-même dépend de la Convention sur la diversité biologique. Donc voilà, je vous propose de passer à des questions, soit sur ce que je viens de vous dire sur les gènes natifs et les plantes brevetées, soit sur la biopiraterie et les semences de ferme. Par rapport à la deuxième menace, au fait, Gautier, il a toujours protégé ces variétés végétales par l'obtention végétale. Oui. Et tout le monde procède comme lui aussi. Oui. Et pourquoi est-ce que le brevet est privilégié par rapport à l'obtention végétale? Parce qu'il donne un droit beaucoup plus efficace, puisque M. Gautier, quand il a mis sur le marché sa laitue résistante aux pucerons, ça impliquait pour ses concurrents d'avoir accès à cette laitue et non pas de la reproduire telle qu'elle, bien sûr, ça c'est de la contrefaçon, mais de la travailler avec leur propre laitue et donc de faire une laitue numéro 2 qui serait différente de celle de Gautier, qui est par exemple une laitue verte, et on en fait une laitue rouge et pommelée, mais qui a gardé le gène de résistance aux pucerons. Donc c'est comme ça que fonctionne la sélection dite traditionnelle, c'est par accumulation de qualités que les uns et les autres ont obtenues. Et l'obtention sert de ressource à la prochaine obtention. Donc eux, ils estiment que c'est comme ça qu'ils avancent. Et c'est vrai qu'ils avancent comme ça. Les autres trouvent que ça n'est pas suffisamment protecteur de l'innovation et ils veulent pouvoir bloquer l'accès à la ressource pendant les 20 ans de durée de vie du brevet. Une question ici ? Oui, donc moi je voudrais savoir votre avis, puisque vous travaillez sur le sujet depuis visiblement presque 30 ans. Quelles sont les solutions vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on regarde la catastrophe arriver, ou bien est-ce qu'on descend dans les rues, ou bien est-ce qu'il y a des solutions juridiques? Quel est le moyen de faire valoir les droits d'aide de l'humanité par rapport à ça? Il y a évidemment des solutions juridiques. La seule chose, c'est de savoir comment on entraîne une volonté politique d'utiliser ces solutions juridiques. Je crois qu'il y a un lobby des brevets qui est très fort. Vous prenez par exemple, si on parle de biopiraterie, depuis longtemps, on estime que l'accord initial du pays fournisseur, qui devrait être donné pour utiliser la ressource qui a été prise et ensuite la breveter,
cet accord devrait être vérifié au moment de la demande de brevet. Ce serait un verrou au moment où le brevet est présenté à l'Office des brevets. Généralement, vous avez un peu l'historique de construction de la plante. J'ai pris telle variété, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allé la croiser avec telle autre. Bien. Donc, vous avez tout un historique comme ça. Donc, c'est en fait très simple. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait de la biopiraterie. Parce que celui qui fait la variété d'aubergine X dit eh ben, j'ai pris la variété A, je l'ai avec la variété B, puis je suis allé prendre une variété en Inde qui m'a donné telle, et c'est expliqué dans le brevet. Donc l'idée la plus efficace, c'était de vérifier que l'accord avait bien été donné, que le partage des avantages avait bien été conçu au moment de l'examen du brevet. Eh bien, le Parlement et le Conseil n'ont jamais prononcé le mot brevet. Ils disent qu'il faut vérifier que tout s'est bien passé au moment de l'autorisation de mise sur le marché. C'est évidemment beaucoup plus tard, et en plus tout ne dépend pas d'une autorisation de mise sur le marché. Donc dans ce cas-là, c'est au moment de la première mise sur le marché, mais quand il n'y a pas d'autorisation, qui va vérifier qu'au moment de la mise sur le marché de tel produit, 10 ans avant, l'accord a bien été donné? C'est pas raisonnable. Mais on a protégé le brevet. C'est très curieux. Je n'ai pas compris. Enfin, pour vous, est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'on peut arriver à freiner Monsanto ou bien tout s'enchaîne tellement rapidement que... C'est parfaitement possible. Lorsque la Cour de justice a décidé que le brevet de Monsanto ne s'appliquait pas aux tourteaux de soja importés d'Argentine en Europe, la Cour de justice a décidé et Monsanto n'a rien pu faire. Quand on veut, on peut. Le problème, c'est de vouloir. Alors, ce que chacun peut faire à son niveau, c'est faire des alertes, travailler la question et proposer une solution au pouvoir politique qui, généralement, a autre chose à faire, apparemment. Alors, qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau ? Pour l'histoire des gènes natifs, les premiers à avoir réagi ont été les semenciers traditionnels qui ont fait une sorte de communiqué de presse, très bien fait d'ailleurs, pour dire, ben voilà, on ne veut pas de la brevetabilité des gènes natifs. Bien. Moi, je me suis aperçue très vite que là, il y avait un vrai danger, donc je fais partie, plus pour très longtemps, du Haut Conseil des biotechnologies en France. Ce Haut Conseil des biotechnologies a essentiellement pour fonction de conseiller le gouvernement sur les mises sur le marché de plantes transgéniques. Bon. Mais comme en ce moment, il n'y en a plus, on était un peu au chômage et on a pris des questions transversales sur lesquelles on a rendu des avis. Et entre autres, sur la propriété industrielle et les biotechnologies. Donc là, on a fait une analyse serrée de tout ce qui concerne les gènes natifs, les
les plantes, le melon doux amer, etc. Et surtout, on a fait, pour l'Office européen des brevets, un amicus curiae qu'on a publié dans l'affaire, je ne sais plus laquelle, peut-être le melon, enfin une de ces affaires-là. On a fait un amicus curiae dans lequel on a expliqué tous les inconvénients de la solution consistant à breveter des plantes qui ne sont pas génétiquement manipulées, mais dont on a décrit un gène. Bonjour madame, j'aurais juste une petite question, c'est savoir comment vous concevez la tension qui pourrait exister donc entre la brevetabilité du vivant et les libertés fondamentales. Et est-ce que vous pensez que, par exemple, Strasbourg adopterait une position aussi, comme l'avait dit M. Stroel pendant son cours, peu enclinte à trancher, enfin à faire la pondération lorsqu'il y a un conflit entre deux libertés fondamentales? Le problème de Strasbourg, c'est de n'avoir une cour que sur les droits de l'homme. Si vous n'avez pas de cour de justice, tout ce que vous pouvez faire, ça reste très, très peu efficace. Vous multipliez les textes, mais vous n'avez personne pour les appliquer. Pourquoi la Convention européenne des droits de l'homme est efficace? C'est parce qu'elle a une cour de justice. Mais la Convention européenne des droits de l'homme ne parle pas de tout ça. Elle a énormément de mal à faire des tout petits progrès en matière de protection de l'environnement. Parce que l'environnement n'est pas prévu, alors elle se débrouille avec la vie familiale, etc. Mais enfin, c'est du bricolage, c'est pas sérieux. Donc, moi, j'attends beaucoup plus, malgré tout, de l'évolution du droit européen, enfin du droit de l'Union européenne, plutôt que de la Convention européenne des droits de l'homme ou de Strasbourg en général, où je crains que je ne vois pas comment la Cour de Strasbourg pourrait s'emparer d'un sujet comme celui-là. Alors, un petit peu, peut-être, sur la brevetabilité des gènes humains, des choses comme ça, mais sur tout le reste, non. Mais c'est une question vaste, celle de la régulation du système. Parce que c'est vrai que les exemples que vous avez donnés, ce sont des exemples essentiellement où le problème semble se situer au niveau de l'Office européen des brevets. Oui. Et là, ce sont essentiellement des scientifiques qui prennent les décisions. Donc c'est le pouvoir de la science ou de la technoscience, des gens qui ne sont pas effectivement sensibilisés par d'autres dimensions qu'un juriste doit prendre en compte, et notamment un juge d'un tribunal, un juge judiciaire. Et donc c'est ça, le problème, c'est celui de la spécialisation de l'instance de régulation qui ne voit les choses qu'à travers le prisme, par exemple, le prisme industriel ou le prisme technoscientifique, dans le cadre de l'OEB. Et il faut dire que là, les choses ne sont pas tout à fait, disons, positives pour l'avenir, puisque dans le système du brevet unitaire, il y a eu ce tour de passe-passe qui a consisté à sortir justement les dispositions relatives aux conditions de brevetabilité et les exclusions de brevetabilité de l'orbite qui sera sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça a été un tour de passe-passe quand même assez fantastique pour faire en sorte que ces questions-là ne soient pas soumises à un juge qui est un juge ordinaire de toutes les questions et qui doit tenir compte pas simplement de la dimension évidemment scientifique. Mais le problème a l'air d'être plutôt dans le pouvoir de la science qu'ailleurs dans le système de régulation. Le fait qu'on n'ait pas de juges généralistes qui doivent tenir compte de toutes les dimensions, ce sont plutôt des instances spécialisées. Un commentaire plus qu'une question. Est-ce qu'il y a des remarques encore?
ou des questions? Bien, eh bien, je crois qu'alors on peut clore cette session spéciale en vous remerciant vraiment beaucoup d'avoir fait ce long trajet à partir de La Ciotat pour nous donner cette conférence sur une question quand même qui est une question vitale, c'est le cas de le dire, sur le vivant pour les années à venir. Et je suis sûr que vous connaîtrez des affaires plus ou moins retentissantes dans ce domaine-là qui posent des questions vraiment fondamentales. Voilà, on n'a pas parlé du transhumanisme, mais ce sont peut-être des questions aussi que vous aurez abordées. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous remercie d'avoir participé.